L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des experts, des scientifiques et des industriels qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture dans leur transition agroécologique. Ingrid d'Écosystème au micro. Nous sommes au Salon de l'Agriculture 2025 sur le stand d'Écosystème et j'ai l'honneur d'être accompagnée par Thomas Perrachon de Nestlé, qui est notre partenaire dont on forme des agronomes à un parcours de formation en agriculture régénératrice et en agronomie. Thomas, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour. Thomas Perrachon, donc je suis dans l'équipe agriculture de Nestlé au niveau groupe, donc à l'international. Notre équipe qui travaille au sein de Nestlé avec les différentes filières, filières directes et indirectes pour la mise en place de notre agenda d'agriculture régénératrice. Donc personnellement, je suis agronome. J'ai travaillé en Europe, en Asie et en Amérique latine dans différents métiers, essentiellement avec les semences, les phytos et aussi dans l'agriculture digitale. Et j'ai rejoint le groupe il y a 3 ans lorsque Nestlé s'est engagé fortement pour le déploiement de l'agriculture régénératrice. Donc notre rôle, c'est de travailler avec les marchés, nos agronomes mais aussi tous les partenaires pour le déploiement des bonnes pratiques agricoles. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qui constitue votre agenda agriculture régénératrice au niveau du groupe, les grandes échéances, les grandes ambitions que vous vous posez ? Alors, l'agriculture régénératrice chez Nestlé, pour remonter un petit peu en arrière, c'est vraiment une approche qu'on a souhaité renforcer depuis 3-4 années, notamment en lien avec le plan climat, où Nestlé a pris un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et être neutre en carbone d'ici 2050. Et lors des analyses, la plus grande empreinte au niveau des émissions de Nestlé vient de l'agriculture. Elle ne vient pas de nos usines, des transports, de la logistique, mais les 3/4 des émissions sont liées en fait à la production des ingrédients dans le champ à la base. Donc c'est vraiment pour atteindre le plan climat. On s'est fixé des objectifs d'agriculture régénératrice et de sourcer 20% de nos matières premières principales d'ici 2025 sont issues d'agriculture régénératrice et 50% d'ici 2030. Voilà, donc 50% de nos matières premières que nous achetons sur les différents marchés au niveau mondial, que ce soit du lait, du café, du cacao, des céréales, 50% seront issus d'agriculture régénératrice d'ici 2030. Donc pour accomplir cette mission et atteindre cet objectif, on a mis en place toute une série d'initiatives. Le challenge pour un groupe comme Nestlé est vraiment lié à la diversité des pays dans lesquels nous sourçons. Nous sourçons dans plus de 80 pays où nous avons des usines implantées, donc toute une série d'ingrédients différents. Certains notamment avec des petits producteurs, notamment en Afrique, en Asie, pour le café, le cacao, aussi au niveau global pour le lait frais. Et pour ces ingrédients, nous avons des équipes dédiées d'agronomes qui travaillent très étroitement avec les agriculteurs. C'est ce que nous appelons la filière Farmer Connect. Le nombre d'agriculteurs dans cette filière Farmer Connect, entre le café, le cacao, le lait frais et la nutrition infantile, représente plus de 500 000 agriculteurs. Donc, dans cette démarche d'agriculture régénératrice, ce sont des filières sur lesquelles on s'est engagé déjà depuis plusieurs années, grâce aux relations qui avaient été établies, parfois depuis plusieurs générations, pour travailler avec ces partenaires à la mise en place de pratiques d'agriculture régénératrice, notamment en conservation des sols, des techniques sans labour, le couvert des sols, donc une promotion de toute série de pratiques qui ensuite sont adaptées au niveau local, avec vraiment l'objectif principal d'améliorer la santé des sols, conserver et promouvoir la biodiversité, et aussi au niveau de l'eau en termes de quantité et de qualité. Donc réduire l'utilisation, optimiser les différents intrants. Le cadre de l'agriculture régénérative que nous avons défini est vraiment une série de pratiques, de bonnes pratiques, selon ces axes de travail, et ensuite, localement, doivent être adaptés en fonction des priorités et du contexte. Donc c'est ça un peu tout l'enjeu et la complexité, sortir de solutions parfois toutes faites ou relativement simplifiées qui ont pu marcher pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui on voit et on en atteint les limites. Et c'est pour ça que pour nous, la transition
vers l'agriculture régénératrice demande un gros besoin de connaissances. Et le rôle de Nestlé n'est pas d'inventer de nouvelles technologies ou autres, mais c'est vraiment d'aider et d'accompagner les agriculteurs pour identifier quels sont les principaux leviers qu'ils peuvent mettre en place sur leur exploitation dans leur contexte local de manière coordonnée pour réussir au mieux cette transition qui prend souvent plusieurs années. Donc c'est vraiment important pour nous de nous associer avec des gens qui ont la connaissance et l'expertise, une expertise terrain, pour partager ces expériences et vraiment les accompagner, réduire les risques, trouver les solutions adaptées qui vont permettre à l'agriculteur d'avoir des pratiques plus vertueuses d'un point de vue environnemental, mais tout bien sûr en défendant les rendements, les revenus des agriculteurs. C'est vraiment très important, on place l'agriculteur au centre de la démarche et c'est pour ça, pour nous, en dehors des aspects support technique, des aspects de commercialisation où nous achetons notamment parfois sur des contrats à plus long terme les matières premières pour assurer les débouchés à l'agriculteur. Il y a aussi tout un aspect de connaissances, partage de connaissances agronomiques qui est fondamental pour réussir la transition. Alors la question qui me vient, c'est effectivement on est d'accord que l'agriculteur est au centre et que c'est lui que vous devez toucher. Comment vous vous y prenez pour faire écouler la connaissance, la partager et changer les pratiques? Alors, je dirais, tout dépend déjà un peu des pays. Donc, je commentais, nous travaillons en France notamment, nous avons des équipes déjà avec une expertise agronomique sur laquelle on peut s'appuyer. On travaille aussi dans des pays, notamment au Pakistan, au Chili, au Pérou, où le contexte est vraiment différent. Donc, il faut s'adapter à chaque pays. Puis technique et pour toucher, je mentionnais tout à l'heure, plus de 500 000 agriculteurs par exemple dans nos filières Farmer Connect. Là, on a un lien direct avec les agriculteurs. Donc, le principal pour nous, pour pouvoir atteindre ces agriculteurs, c'est d'abord de former nos équipes en interne. On a une communauté d'agronomes, le réseau d'agronomes. Donc, pour nous, c'était vraiment le premier niveau naturel au niveau du déploiement des connaissances, de travailler avec cette communauté d'agronomes pour lesquels on a mis en place une série de formations et c'est suite à cette expérience qu'on s'est mis en contact avec Ecosystem qui avait déjà travaillé avec nos équipes françaises dans le cadre du projet Sol Vivant qui touchait environ 350 agriculteurs en partenariat notamment avec la fondation Earthworm. Depuis les années 2020 environ, on fait l'accompagnement d'agriculteurs au niveau de certains bassins de production en France. Et on a été convaincus justement du rôle très important d'avoir un partenaire qui a l'expertise technique, scientifique en agroécologie, mais très appliquée au terrain dans des cas concrets, des expériences réelles sur plusieurs années. Et on a décidé avec Ecosystem de mettre en place une série de formations online à partir de vidéos. Nous avons toute une série de formations qui couvrent les différents aspects de gestion des sols, gestion de la matière organique, travail du sol, biodiversité, qui représente une série environ 100 vidéos que nous avons online, à peu près 10 heures de cours, que nous avons ensuite traduit en 3 langues. Aujourd'hui, nous avons en anglais, en français, en espagnol, et que nous mettons à disposition de notre communauté d'agronomes à travers le monde. Cette communauté, je le rappelle, c'est environ 500 personnes, c'est vraiment les gens qui sont dans le cœur de ce métier. Ils ont à disposition ce cursus de formation qu'ils peuvent suivre à leur rythme. Mais ce qui est très important aussi, une raison du succès que nous commençons à rencontrer, c'est l'animation de cette formation. Donc en plus des cours disponibles online, nous avons une série de masterclass que nous faisons de manière trimestrielle, où chaque trimestre, nous avons 2 heures. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi pour pouvoir couvrir toutes les zones géographiques. Certaines sessions en anglais, certaines sessions en espagnol, notamment pour l'Amérique du Sud, où nous invitons directement les experts de Ecosystem, mais aussi des experts sur les sujets spécifiques sur lesquels nous allons répéter certains principes et nous engager avec les agronomes à travers le monde dans une discussion très dynamique, questions et réponses. Et on voit qu'il y a vraiment une grosse appétence sur certains marchés, notamment où il n'y a pas toutes les structures de soutien habituelles que vous avez en France. Et donc vraiment c'est cette combinaison de cours disponibles online où chacun peut suivre à son rythme les formations et ces masterclass régulières qui nous permettent de créer une communauté
ou ensuite qui débouchent parfois sur des discussions même d'un pays à l'autre où on n'est même plus directement acteur. Mais ça permet vraiment d'augmenter les compétences de cette communauté d'agronomes. Et cette communauté d'agronomes, c'est vraiment ceux qui sont sur la ligne de front avec les agriculteurs, avec les coopératives. Et on a beaucoup de retours d'expérience qui ont montré que ça a permis d'aider sur des projets spécifiques à mieux identifier, réaliser un diagnostic ou adresser des problèmes spécifiques. Notamment, on avait au Chili des questions sur le pH des sols, qui était un problème qui n'avait pas été suffisamment peut-être regardé. Quel type de solution? Au Pakistan, on a assez rapidement découvert toute une question relative au travail du sol, aussi où il n'y avait pas forcément d'expertise locale, donc on a pu faire intervenir des personnes et permettre d'améliorer les projets que l'on met en place localement. Donc ce premier aspect, c'est notre communauté d'agronomes. En accord avec Ecosystem aussi sur certaines filières, notamment le café, où là on travaille sur le café uniquement avec 180 000 par exemple petits producteurs, des pays comme le Vietnam, en Afrique et aussi au Brésil ou en Amérique centrale. C'est impossible pour nous d'aller vraiment un par un à ces niveaux agriculteurs, mais donc c'est très important pour nous d'engager le partenaire local, qui peuvent être des groupements de producteurs. Et nous avons ouvert les cours que nous avons développés ensemble à ces agronomes de nos partenaires projets. Les partenaires dont tu parles, par exemple pour le café, ce sont des coopératives ou des récoltants? Ce sont des groupements de producteurs. Alors chaque pays peut avoir sa structure, mais c'est certains petits producteurs, par exemple, ont juste 1 hectare et demi. Et donc il y a une mise en commun aussi de certaines parties de l'itinéraire technique ou de récolte, au niveau de la certification aussi, au niveau de formation aussi, donc qui regroupe les personnes dans des ateliers locaux. Donc ce sont oui, des coopératives ou des groupements de producteurs suivant les pays. Et je me demandais, l'agriculture régénératrice, comment est-ce qu'elle est vue dans les différents pays? Est-ce que tu observes des différences à ce niveau-là? Est-ce que tout le monde on parle à peu près le même langage, les mêmes objectifs? Comment est-ce que vous faites pour harmoniser tout ça? Alors, les grands principes, comme je l'expliquais auparavant, donc les grands principes de conservation des sols notamment, qui est vraiment des axes principaux, maintenir les sols couverts, minimiser la disturbance du sol, introduire des rotations, un plus grand nombre de variétés, c'est vraiment des grands principes acceptés à travers les différents pays. Il y a peut-être, suivant les pays, un niveau de prioritisation. Certains pays qui sont plus avancés sur un aspect que l'autre. Et du coup, notre travail, c'est vraiment un peu tout d'abord d'aider à poser un meilleur diagnostic. Parce qu'il y a parfois, donc c'est vraiment pour nous l'agriculture régénérative une approche holistique. Et donc parfois, il y a une partie des bonnes pratiques qui sont déjà en place, de façon historique ou par rapport à certains contextes. Et c'est vraiment à partir d'un bon diagnostic, voir comment activer les leviers qui vont avoir le meilleur impact. Et le meilleur impact, encore une fois, il y a des impacts qui peuvent être assez rapides, notamment de diminution des intrants, de meilleure résilience dans des situations de stress, et des impacts à plus long terme, notamment de stockage de carbone, de matières organiques qui vont enrichir la fertilité des sols. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là, suivant les pays, certaines pratiques sont plus en avance que d'autres. Il faut couvrir les gaps pour avoir l'effet principal. Et ça, effectivement, ça varie selon les pays. Un exemple concret, en Amérique du Sud, ils sont déjà très en avance pour tout ce qui est semi-direct, technique sans labour. Par contre, il y a d'autres aspects, notamment on travaille sur la diversité des cultures, sur les habitats semi-naturels, la biodiversité, qui sont des aspects sur lesquels on va plus s'appuyer. Ceci dit, l'agriculture régénérative, maintenant, c'est vraiment quelque chose où on sent qu'il y a une traction dans tous les pays dans lesquels on travaille. Par contre, suivant les pays, parfois la terminologie peut être un peu différente. On parle d'agriculture de conservation, par exemple, de techniques sans labour, d'agriculture régénérative, mais en dehors de certaines terminologies, les principes qui sont derrière sont les mêmes. Et donc là, on a parlé de la formation de vos agronomes en interne, de la formation des agronomes de vos partenaires. Est-ce que vous envisagez la formation des agriculteurs en direct, parfois, dans certains pays, certaines zones?
Quelles sont les prochaines étapes en fait? Nous, en général, cela passe quand même par les relations qui sont établies avec les agriculteurs directement. Nous, par exemple, au niveau groupe, on n'a pas directement l'accès aux agriculteurs, donc on ne saurait même pas par où commencer. Donc il y a quand même toujours à la base un lien existant, mais ensuite ce cours peut être mis en accès directement à l'agriculteur. C'est ce que nous avons commencé notamment dans les pays. On est encore limité par exemple au niveau des langues ou autres, mais les agriculteurs sont enregistrés sur notre plateforme et peuvent avoir accès directement aux formations. Dans les prochaines étapes, il est aussi important de noter, on s'adresse au-delà du secteur purement agricole, agriculteurs, experts, techniciens, des partenaires ou de Nestlé. Mais on essaye d'engager l'ensemble de nos collaborateurs. Donc comme je disais en introduction, cet engagement envers l'agriculture régénérative chez Nestlé est vraiment quelque chose de très fort qui est vraiment à l'échelle globale, un engagement public. Chaque année, nous devons mesurer les progrès dans la mise en place de cette agriculture régénérative, les volumes d'ingrédients. Donc nous améliorons aussi sensiblement tous les aspects de traçabilité. Nous sommes audités par des auditeurs externes, Ernst & Young, chaque année. Donc c'est vraiment un effort et un engagement au niveau groupe où tous les collaborateurs en interne ont un rôle à jouer. Nous travaillons par exemple assez étroitement avec les personnes des achats qui doivent engager eux-mêmes les fournisseurs, mettre en place, identifier des projets, que ce soit en lien avec le plan climat ou l'agriculture régénérative. Et donc il est important pour nous que ces personnes aussi soient non seulement sensibilisées à l'importance de l'agriculture régénérative et le pourquoi, notamment de maintenir la résilience au niveau des agriculteurs, notamment avec les aléas climatiques que l'on voit. Donc c'est vraiment au-delà des aspects locaux, environnementaux, il y a tout un aspect de résilience des filières, de la supply chain qui est reconnu en interne. Donc ces collaborateurs, je parlais de procurement, il y a aussi les personnes du marketing. On essaie de réfléchir comment mieux communiquer aux consommateurs et mieux valoriser tous les efforts qui sont faits au niveau du terrain pour vraiment créer ce cercle vertueux où nous sommes tous alignés aussi avec les partenaires locaux, avec les agriculteurs vers ces enjeux de long terme. Donc ces personnes qui n'ont pas le bagage forcément technique, on doit adapter aussi les formations. Je parlais tout à l'heure des 10 heures de cours assez pointus, donc qui sont pour une audience peut-être déjà un petit peu formée. On a aussi une série de formations, je dirais plus de base, pour permettre que tout le monde monte en compétences et puisse se comprendre lorsqu'on met en place des projets ou lorsqu'on prend des décisions. Quels sont les retours terrain que tu obtiens de ces formations-là? Est-ce que tu as quelques retours à nous partager? Alors avec plaisir, oui. Donc il y a eu beaucoup d'efforts pour mettre en place ces formations et encore une fois, on a vraiment repris ce qui avait été commencé en France. Donc avec nos équipes Nestlé France, avec le travail qui a été fait dans Solvivant, le travail écosystème. Et c'est vrai qu'on avait quelques questions. On travaille beaucoup avec des experts français. Comment on va pouvoir emmener ça au niveau global des pays? Il y a aussi des différences culturelles très importantes. Et vraiment, on a eu des retours très positifs. Il y a vraiment une expertise française d'ailleurs, qui est reconnue sur ces sujets-là. Pour peu qu'on arrive à bien identifier les experts et les gens qui ont cette expérience terrain. Et les retours sont dans l'ensemble très positifs. Je pourrais mentionner quelques-uns qui me viennent en tête. C'est notamment, j'avais mentionné le Pakistan, qui est un pays où on est très implanté, notamment pour le lait frais. On travaille avec des petits producteurs, certains depuis plusieurs générations, où on a eu un des retours. Pour moi, c'était vraiment ce qu'ils ont le plus apprécié, c'est de pouvoir être mis en contact direct avec des experts. Donc à travers cette série de masterclass et cette communauté, donc on a ce petit groupe de 200 personnes, trimestre après trimestre, ça fait 9 mois qu'on a commencé, mais on sent de pouvoir accéder directement à ces experts, leur poser des questions directes, réagir, avoir le point de vue aussi des personnes et des expériences d'autres pays, c'est quelque chose qui est très très fort et qui leur parle. Deuxième exemple, peut-être anecdotique, mais c'est au Pérou. Donc ça, c'était sur de la filière cacao, où c'était une personne de la filière céréales pour l'alimentation infantile.
Et donc là, on a dans les agronomes, on a aussi des équipes de jeunes agronomes et c'était une personne qui en parallèle faisait un master en agroécologie et qui dit dans la défense de sa thèse de master à réutiliser des concepts qu'elle avait appris à travers la formation Nestlé Écosystème. Et donc c'était pour moi, c'est une anecdote, mais un exemple. Elle avait reçu les félicitations du jury et elle était revenue justement de façon spontanée avec ce feedback. Tiens, c'était intéressant et ça m'a aidé dans ce contexte-là. Donc ça, même d'un point de vue personnel, c'est vrai que c'est assez enrichissant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un impact direct. Et si on arrive à agir sur les personnes, c'est le meilleur moyen ensuite d'avoir un impact sur le terrain. Dernier exemple, ou un autre exemple, suite à un masterclass, nos équipes en Chine, c'était notamment des équipes qui travaillent sur la nutrition infantile, encore une fois, ont trouvé les cas d'école qui avaient été présentés, qui étaient des cas d'école en France, en Suisse et au Pakistan, mais qui avaient été présentés par un autre expert, notamment en santé des sols, le professeur Boivin. On trouvait vraiment ces exemples très pertinents et nous ont demandé d'adapter dans une version très courte qui a été présentée lors d'un séminaire sur l'agriculture régénérative en Chine, à Pékin, en lien avec le ministère de l'Agriculture de Chine. Donc c'était vraiment un retour spontané, c'est pas nous qui avons poussé, mais de voir que de l'autre côté du monde, les gens sont demandeurs et à partir du contenu qui a été partagé, continuent à véhiculer, déployer, multiplier ces messages sur le terrain, c'est quelque chose qui pour moi a un feedback très positif. Et nous aussi chez Écosystème, ça nous a fait quelque chose de voir notre logo à l'autre bout de la planète à Pékin à ce moment-là. Thomas, on arrive à la fin du podcast. Et parmi nos auditeurs, en fait, on a beaucoup de gens qui font le même métier que toi, mais qui commencent de plus loin, plus en amont, et qui commencent en fait à se pencher sur comment embarquer leurs collaborateurs dans la transition, comment former, quelle stratégie mettre en place, quel serait ton principal conseil pour commencer à défricher tout ça et lancer un programme qui est aussi successful que le vôtre. Alors pour moi, je pense tout de suite à... La première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment commencer de la base du terrain, pas chercher à appliquer des principes très théoriques, mais vraiment essayer d'identifier dans les territoires des personnes qui se sont déjà frottées à ces questions-là. Je pense que rien ne remplace, en plus de ces formations qu'on met en place, c'est vraiment important d'avoir des gens qui ont une expérience terrain, du vécu, et c'est ce qu'on voit qui a permis le succès dans différents contextes. Le plus dur pour commencer, c'est d'identifier les personnes ouvertes, prêtes à s'engager, de les accompagner et ensuite c'est eux qui deviendront aussi des moteurs pour engager les autres. Donc vraiment partir du terrain, travailler en collaboration. Les objectifs de durabilité à long terme, que ce soit pour l'agriculteur, pour le fournisseur, pour moi c'est vraiment partir du terrain, des gens qui ont de l'expérience. Rester humble. Encore une fois, ce n'est pas une révolution technique où il n'y a pas de solution miracle, mais c'est vraiment en cultivant l'échange avec les personnes du terrain, les supports techniques aussi locaux, qu'on arrive à commencer. Donc ce serait mon conseil pour démarrer dans cette procédure. Le deuxième conseil, c'est aussi en interne. Tout le monde n'est pas forcément aussi sensible sur certains des enjeux de l'agriculture. Oui. Et un autre élément, c'est en interne, il ne faut pas négliger non plus pour engager l'ensemble des collaborateurs vraiment sur le pourquoi. Le pourquoi de l'agriculture régénérative. On est très loin de juste certains aspects et d'un phénomène de mode. C'est vraiment critique d'engager cette transition. Et pour cette transition, on doit vraiment être tous ensemble. Et c'est vraiment cet esprit-là, cet esprit de collaboration, de partage et d'échange qui va permettre de débloquer la suite. Et si les collaborateurs en interne sont convaincus, c'est ce qui permettra ensuite d'avoir de meilleurs résultats, des projets plus engagés sur le long terme. Super, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des campagnes. Pour découvrir et profiter de nos prochains épisodes, il suffit de vous abonner au podcast d'Écosystème sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour de nouvelles conversations sur l'agriculture.